Est-ce que vous connaissez ça, le trouble de l'acquisition de la coordination, le TAC? Ouais, non, ça me dit absolument rien. C'est de la difficulté à apprendre tous les nouveaux mouvements, que ce soit dans le quotidien, manger, s'habiller, autant que dans les loisirs aussi. Tout ce qui comporte des mouvements, des gestes, de la planification, bien, tout est plus difficile. Ça prend plus de temps, ça prend plus d'aide aussi. Il faut comme décortiquer, plus expliquer. Pour un enfant pour qui c'est naturel, bien, un enfant avec un TAC, ça ne l'est pas, là. Besoin de plus d'être guidé. Ton cerveau, il pense à quelque chose, sauf que quand tu arrives pour le faire, c'est pas exactement ce que ça donne. Là. Comme, mettons, moi, j'arrive, je vois le ballon arriver. Non, je l'attrape pas. Parce que, tu sais, mes mains ont pas fait vraiment ce que mon cerveau dit. Ou, mettons, j'arrive pour dessiner quelque chose. Là, je dis, ah ouais, ça va être comme ça. Je le dessine. Finalement, c'est pas du tout à quoi ça devait ressembler. C'est comme, tu sais, c'est comme si tes mains n'étaient pas capables de suivre ton cerveau. C'est la difficulté qu'une personne a à faire une répétition d'un mouvement. Exemple, tout simplement de tartiner sa toast ou d'attacher son soulier. À ce moment-là, on peut lui montrer à l'enfant justement de faire le mouvement, d'attacher, exemple, son soulier. La journée même, elle va l'avoir pratiqué, elle va l'avoir acquis, mais le lendemain, ça peut être à recommencer parce que le mouvement n'a pas encore été appris là, à 100% pour elle. Là. C'est dur à cause que, genre, quand on va sur le vélo, mais genre qu'on démarre, ben des fois, ben, ça fait là, ben on force pas avec notre jambe, que là, on faudrait attirer notre pied là pour être correct pour démarrer. Tout ce qui regarde la coordination motrice, là, la motricité fine, là, tu sais, saisir des petits objets, des choses du genre, un crayon, tenir un crayon pour dessiner, ça manquait de coordination. J'écris mal. Pour moi, un TAC, un trouble d'acquisition de la coordination, c'est une difficulté à s'organiser dans une tâche, c'est-à-dire à mettre en séquence la suite des mouvements qui vont lui permettre d'accomplir la tâche. Ça veut dire aussi simplement ouvrir une porte. Là. Nous autres, c'est simple, on prend la porte, on l'ouvre, mais Marion, c'est à quelle distance elle va mettre ses pieds, avec quelle main elle va prendre la poignée de porte, tourner la poignée sans lâcher la poignée. C'est deux opérations différentes. Mais c'est aussi complexe que ça, un TAC. Pour y enseigner à ouvrir une porte, c'était 16 mouvements qu'on avait décortiqués. Je dirais qu'on a de la misère à s'organiser dans notre espace, partout dans notre vie, tous les jours. Ça peut être, je sais pas moi, manger, mettons, partir de manger, mettons, un petit geste simple. C'est difficile. Mettons, je sais pas moi, apprendre ça, ouais. Apprendre à manger, c'est facile, c'est instinctif, mais pour nous autres, on a tout à apprendre. C'est vraiment un handicap qui est invisible. On a de la misère à voir physiquement que l'enfant est dyspraxique. Autre chose qu'on peut dire là-dessus, c'est que ça affecte beaucoup les mouvements, puis les coordinations, puis toutes les séquences des mouvements de la personne qui est atteinte de ça. Souvent, les gens pensent que c'est un retard intellectuel ou de la lâcheté simplement. Là. Mais vraiment, c'est un problème, c'est un handicap. C'est vraiment un handicap. Le meilleur exemple qu'on peut donner de ça, c'est que pour quelqu'un qui est standard, là, qu'on peut dire, c'est qu'il pourrait prendre une mitaine de faux, par exemple, et écrire son nom à l'envers dans la main qui n'écrit pas généralement. Donc, ça explique un peu la façon dont les enfants dyspraxiques peuvent se sentir. On pourrait définir le TAC, qui est en fait l'acronyme de trouble de l'acquisition de la coordination, par un trouble neurologique qui affecte la capacité à élaborer, coordonner, automatiser une séquence de gestes qui mènent à une action volontaire voulue en interaction avec notre environnement. C'est un trouble du comment faire. Donc, en fait, justement, pour distinguer, c'est pas quoi faire qu'ils ne savent pas, c'est en fait le chemin pour s'y rendre, donc comment on y arrive pour produire l'action voulue qu'ils ont en tête. C'est un trouble qui touche environ 5 à 6 % des enfants, donc possiblement un enfant par classe, qui touche 2 à 4 fois plus les garçons que les filles. Et c'est un trouble qui est permanent, donc il va durer toute la vie de la personne. À la maison, pour faire des actions comme ouvrir une porte, brosser les dents, prendre des ustensiles, s'habiller, tout ça,
À l'école, écrire, aligner des chiffres dans les mathématiques, en éducation physique, jouer un instrument de musique, changer de local. Après ça, dans ses loisirs, apprendre à faire du vélo, apprendre à nager, se rendre jouer au parc avec ses amis. Et dans ses relations sociales, donc comment on fait pour entrer en relation avec d'autres amis? Donc, c'est un trouble qui doit interférer, qui doit avoir des impacts dans toute cette dimension-là de la vie de l'enfant. Par contre, le diagnostic est posé la plupart du temps autour de l'âge de 5 ans. Donc, c'est un diagnostic d'exclusion. On doit être sûr que ce n'est pas causé par d'autres maladies ou d'autres déficits connus. Et par contre, c'est possible, le TAC coexiste avec d'autres conditions. Donc, fréquemment, les plus fréquents, c'est le trouble déficitaire de l'attention, les troubles d'apprentissage, le trouble du spectre de l'autisme ou les troubles de langage. Pour bien vivre avec un enfant atteint d'un trouble d'acquisition de la coordination, un TAC, les parents doivent traverser un processus d'adaptation. Ils doivent réussir à faire le deuil de l'enfant qu'ils imaginaient et s'adapter à l'enfant tel qu'il est. Ce processus permet d'atteindre un état d'équilibre individuel et familial. Toute la famille apprend à ajuster ses attentes, ses espoirs et ses besoins, mais pas nécessairement au même rythme. En fait, on passe par toutes les étapes du deuil, finalement, la dyspraxie ou le TAC. On passe par toutes les étapes d'un deuil pareil comme la mort. C'est la même chose. Dans une échelle différente, là, mais on a vraiment là, le choc, on a la négation, l'acceptation. On passe par toutes les phases de ça. Vraiment. C'est vraiment un deuil. Le deuil de l'enfant standard. Là. Ce qui nous a aidé peut-être dans ça, c'est qu'on n'a pas eu nos chocs en même temps, si on veut. Là, on n'a pas eu, on les a vécus à intervalles. Fait qu'on a pu un peu plus là, se supporter comme couple, là, dans le fond. Non, qui tenait plus le fort pendant que l'autre était plus à terre. Là, fait que ça a été plus... au moins, ça a été gagnant là-dessus. Là. Bien, c'est certain que moi, je pense qu'un enfant dyspraxique, c'est un enfant que c'est pas toujours facile. Il y a des périodes où est-ce que justement, il y a, j'appelle ça des périodes quasiment comme le deuil à vivre. Puis des fois, ces épreuves-là, on va vouloir essayer de ne pas les vivre, de les tasser pour justement pas entrer dans ce vif-là du sujet, si je peux dire ainsi. Mais si vous avez à passer au travers toute cette épreuve-là, ne repoussez pas les épreuves, les étapes, les marches à affronter. Traversez-les juste comme une par une, puis laissez juste comme la vie vous guider. Puis moi, je suis certaine que ça va bien aller pour vous. La première étape du processus d'adaptation est marquée par l'appréhension. Les parents se rendent compte que leur enfant a des difficultés, mais ils ne comprennent pas d'où ça vient. Parce que le TAC est un handicap invisible, cette étape peut durer des années. Durant cette période, les parents se sentent souvent préoccupés et inquiets. C'est vers 2 ans là, qu'on a commencé à avoir des doutes. Puis, j'étais allée au CLSC. Et puis au CLSC, là, ils m'ont fait voir un orthophoniste. L'orthophoniste, elle me disait, bon, c'est un retard de langage. Puis Jérémy avait eu des tubes, puis il a fait beaucoup de titres, fait que ça doit être ça. Puis là, plus tard, elle a dit, ben j'ai des petits doutes, on va t'envoyer à la clinique de développement du CHUL. La clinique de développement du CHUL m'ont dit, ben je pense que c'est juste un retard de langage. Là, profitez de votre enfant pour l'instant, là, je pense que c'est juste un retard de langage. Fait que c'est comme ça là, que ça a commencé, là, le processus. Lorsqu'elle a commencé à marcher, quand elle tombait, elle rentrait souvent aussi dans les murs. C'est comme si elle avait de la misère à calculer ses distances parce que il y avait une espèce de perception un peu de ce qui l'entourait qui était comme pas présent chez elle. Tu sais, prendre une cuillère, prendre des choses, juste mettre une cuillère dans sa bouche, c'était difficile. Ça allait dans des détails quand même assez précis. Moi, les premiers souvenirs que j'ai, ça date quand elle a commencé à marcher. Quand Noémie a commencé à marcher, on se rendait compte que, tu sais, un enfant qui débute à marcher, bon, ça tombe, mais elle, c'était plus que ça. Il me semblait qu'il y avait quelque chose dans la coordination, je sais pas quoi, là. Il y a quelque chose qui fonctionnait pas, là. On avait lu dans son dossier, en fait, le diagnostic de dyspraxie, mais sans trop savoir encore qu'est-ce que c'était, nous, à l'école, moi, n'ayant pas l'expérience, en fin de compte, avec cette problématique-là.
Et puis, peu d'intervenants scolaires, en fin de compte, autour de moi, avaient aussi cette expérience-là. Donc, c'est ça. Ça a été vraiment nécessaire, finalement, là, qu'on se renseigne auprès de gens qui étaient spécialisés. On avait beaucoup de questions, en fait, à l'époque, là, à ce moment-là. Ce qui me préoccupait, c'était plus de dire, bon, mais comment qu'on va faire? C'était plus l'inconnu. À qui on parle? OK? Puis ça, c'était compliqué, puisqu'on a parlé dans le système de la santé, puis ils nous ont tout le temps dit, c'est dans votre tête. Non, cet enfant-là est normal, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on s'en est peut-être rendu compte juste très tôt, puis les gens n'étaient pas habitués dans le système de santé, ce qu'on consulte pour un problème de ce type-là. Comme nous, on a plusieurs enfants avec des troubles d'acquisition de la coordination, mais après ça, c'était comme commun pour nous qui marche très tard, là. Puis la première interrogation importante est venue avec l'école. Le diagnostic, ça a été long. Ça a pris au moins 3 ans avant qu'on ait un diagnostic. En fait, ça nous faisait vivre de l'incompréhension. Puis, ça faisait que, maintenant Olivier disait, t'analyses trop. Tu vois même les spécialistes disent que c'est juste un retard de langage, tu sais. Puis moi, je persistais à dire non, je le sais, c'est mon enfant, je sais qu'il y a quelque chose qui va pas, tu sais. Fait que ça amenait, là... Ça amenait des conflits. Des petits conflits. Des petits conflits, là, entre nous deux, puis c'est ça. Ouais. Parce qu'on n'avait pas d'idée claire sur ce que Jérémy pouvait avoir. On se doutait bien qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas, mais on ne pouvait pas savoir à ce moment-là c'était quoi. L'incompréhension et de la frustration aussi. C'est ça, exactement. Les parents peuvent réagir de différentes façons à l'annonce du diagnostic du TAC. Ils peuvent se sentir soulagés de mettre un mot sur une situation qui durait depuis un bon moment. Ils peuvent également se sentir impuissants. Cela prend toute la place dans leur tête. Ils ont de la difficulté à comprendre, à réfléchir, et ils ont l'impression de perdre leur repère. Ça m'a rentré dedans comme un train. À ce moment-là, j'ai réalisé à quel point j'avais mis beaucoup d'énergie. C'était de l'énergie au niveau de l'éducation. Un mot sur... un mot, quelque chose qui existait de plus concret, là. Un beau mot. Dyspraxie, c'est un beau mot. T'sais, nous autres, dans notre tête, on est sortis de là quasiment en garbadant. C'est un beau mot, dyspraxie, dyslexie, on disait un 10, ça doit pas être si pire que ça, un 10. C'était pour nous autres, c'était pas si grave que ça, là. Ça m'a pas surpris trop. Je savais déjà qu'il y avait quelque chose, donc j'étais pas surprise du diagnostic. J'étais plus à cette étape-là dans l'incompréhension de savoir qu'est-ce que c'est ça, la dyspraxie, là. Ça mange quoi en hiver, comme on dit. Fait que c'était plus ce sentiment-là que j'avais. J'étais pas triste, j'étais pas fâchée, j'étais plus... quasiment soulagée de savoir qu'il y avait quelque chose là, qui était soulevé justement des difficultés de ma fille puis qu'on allait pouvoir enfin travailler dans le bon sens pour l'aider et lui offrir le bon support en fonction de réellement ses difficultés qu'elle avait actuelles. Là. De la peine, un choc, je peux pas croire que ça nous arrive. Puis tu sais, je me disais, voyons, qu'est-ce qu'on a fait pour ça? On a tout fait. C'est moi qui l'ai porté. J'ai fait attention. J'ai tout fait ce qu'on devrait faire. Pourquoi j'ai pas réussi ça, moi, tu sais? Ma réaction au diagnostic a été la plus difficile avec les derniers parce que ça s'ajoutait. C'est ça, c'est qu'on avait déjà les enfants avec des particularités. Puis là, les derniers, finalement, eux autres aussi. Fait que là, c'était l'ensemble de l'accumulation des besoins. Puis là, j'étais en train de lire sur la dyspraxie, puis ça ressortait beaucoup que c'était des enfants moins autonomes, qui avaient besoin de plus d'aide. Puis là, je me voyais un petit peu débordée par l'ensemble de la chose. Là. Les parents ont besoin de prendre du recul, d'apprivoiser le diagnostic et ses effets. Ils peuvent remettre en question le diagnostic et même les traitements. Ils espèrent que tout va revenir dans l'ordre. Ils peuvent en vouloir à leur enfant ou au TAC. Et souvent, ils ont des exigences irréalistes ou trop grandes envers leur enfant. Ça a commencé en première année, on dirait, parce que Jérémy, il a fait sa maternelle. On nous a suggéré à ce qu'il reprenne sa maternelle, puis on a refusé parce qu'à ce moment-là, on n'était pas rendu là. Donc, on a refusé, puis il est allé en première année régulière. Là, ça a été là, vraiment notre mur. On a frappé vraiment un mur, là. Il ne suivait pas du tout. Bon, là, le professeur, matin, il ne donnait pas de devoirs, puis là, on était vraiment dans la négation. Donc, on se disait, ben écoute, donne-en des devoirs, on va travailler, puis il va rattraper les autres, là. Non, il va débourrer, Jérémy. Tu sais, donne-nous pareil, puis on va faire pareil. Puis on pensait là, qu'on allait le sauver de ça, là. On espère toujours, comme moi j'espérais, que ce soit plutôt comme
un retard qu'il pourrait rattraper après, que peut-être il était trop gâté, qu'on faisait tout à sa place. Puis nous autres, on voyait ça comme un gros échec là, tout le temps, à ce moment-là. Là. Puis de ne pas comparer avec les autres, c'est difficile à ce moment-là, tu sais. Puis tu vois le jugement des autres parents, mettons, comme quand Jérémy a joué au hockey, tu vois le jugement des autres parents qui regardent, ben voyons, là, tu sais, il est rendu dans l'équipe adverse, là, tu sais, il n'a pas compris, mais... Tu sais, à ce moment-là, même nous autres, on pensait pas jusqu'à où la dyspraxie allait dans la stratégie de jeu, qu'il y avait trop de consignes, trop de... Tu sais, on a été beaucoup trop dur envers Jérémy parce qu'on pensait pas que la dyspraxie, ça pouvait atteindre autant de niveaux. Tu sais, on a été vraiment, vraiment dur avec lui. On pensait qu'il pouvait aller plus loin dans les activités, dans toutes sortes de choses. Là. En tant que père, frère et fils, tu veux toujours que ton fils suive dans le fond ce que toi t'as fait. C'est pour ça que quand il était petit, même je coachais au hockey pour lui. J'espérais qu'il joue au hockey comme moi je le fais encore aujourd'hui. Puis j'ai toujours eu comme un peu de facilité dans les sports, puis dans l'école, puis tout. Puis là, c'est plus difficile. Fait qu'on se projette dans notre enfant, puis je sais très bien qu'aujourd'hui, que lui ne peut pas arriver au résultat que moi j'ai eu, par exemple, dans ce temps-là. Fait que là, c'est comme un autre petit deuil aussi, là, dans ça. Là. Mais... Un gros. Ouais, c'est ça. Un gros, ouais, il y a eu de la misère, c'est ça. C'est un bout de plus dur, là. Mais ça me rend pas moins fier de lui, par contre, aujourd'hui. Mais quand il était jeune, beaucoup de frustration, là. Comme ma blonde dit, j'ai été beaucoup sévère avec lui, là. En sachant pas, dans le fond, que c'était causé par ça. J'aurais jamais été sévère comme ça, sinon. Les parents comprennent que le diagnostic est permanent. Ils se questionnent sur leur capacité à faire face à la situation. Les rêves s'envolent. Ils font face à de nouvelles émotions. C'est le temps des pleurs, des doutes, de la frustration. Les parents cherchent une explication au diagnostic. Ils ont tendance à se blâmer ou à se culpabiliser. Ils répriment leurs sentiments pour éviter d'augmenter la souffrance des autres. Du découragement, de l'incompréhension, de la frustration, de me sentir coupable. J'ai vécu tout ça, ça c'est certain. Il se rend compte qu'il est différent, mais il n'est pas capable de les rattraper. Là. Ça fait longtemps quand même qu'il se rend compte qu'il peut être différent. Longtemps, Il m'a déjà dit, moi, tu ne m'échangerais pas pour un plus intelligent. Hein? Fait que, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Cette phrase-là va toujours me rester dans la tête. Là. Même aujourd'hui, je m'en souviens encore comment il était quand il me l'a dit. C'est marquant. Là. Il pensait, lui, dans sa petite tête d'enfant de 6-7 ans, que je pouvais l'échanger contre un plus intelligent. Ça fait mal. Aujourd'hui, on peut en parler, mais dans le temps... Dans le temps, non. C'est pas possible. C'est ça. Bien, m'organiser. J'ai la misère avec m'organiser, mettons, les séquences, pour moi, me lever puis monter en haut. Mais j'ai la misère à me situer dans mon environnement pour faire mes tâches quotidiennes. Tu dis, où c'est je m'en vais? Tu vois pas l'horizon nulle part, il n'y a pas de rive, il n'y a pas de patauge. Toutes nos activités, on les avait arrêtées. Ce qu'on aimait, on avait arrêté. Puis je me souviens qu'un moment donné, Caroline, travail social, m'avait dit « Qu'est-ce que t'aimes, toi? » Puis je savais pas. J'ai dit « Je sais pas ce que j'aime. Je sais plus. Il va falloir que j'y réfléchisse. » Parce que tu es tout le temps en arrière de ton enfant en train de pousser. C'est ça. Puis, mais tu sais, je pouvais dire ce que Jérémy aimait, ce que Justine aimait, ce que tout le monde aimait, mais moi, ce que j'aimais, non. Il faut faire son deuil. Tu sais, c'est ça que je me disais pour Hélène. Tu sais, elle a son doctorat en psychologie. Et puis, quand elle regarde ses enfants, c'est sûr qu'elle n'en aura probablement pas un à l'université. Tu sais. Bon, ça, je trouve que c'est un deuil à faire. Il faut le faire. Puis je pense qu'elle l'a fait, puis j'ai essayé de la soutenir là-dedans. Je l'ai fait moi aussi. Bien, le fait que mes frères aient un TAC, c'est que quand ma mère a fait mes devoirs avec mes petits frères, bien après ça, quand moi j'ai besoin d'aide pour faire mes devoirs, bien j'ai comme moins le droit d'avoir de l'aide parce que ma mère est comme fatiguée de les aider. Bien, Justine, en fait, moi, je me sens beaucoup coupable envers Justine parce que je me dis, bon, elle n'a pas demandé ça, avoir un frère différent. Moi, je suis le parent de Jérémy. C'est normal que je m'en occupe, mais la journée que je serai plus là, je me dis, elle va devoir peut-être le superviser un petit peu, puis aller voir s'il est correct, organiser les fêtes. C'est niaiseux, mais c'est toutes des petites choses que je me dis qu'elle va être obligée de faire.
que si elle avait eu un frère normal, elle n'aurait pas été obligée. Fait que j'ai tout le temps ce sentiment de culpabilité-là, de lui laisser le fardeau. Ce qui est difficile, c'est d'arriver dans un endroit où on n'est pas connu, puis là, elle se met à faire des crises ou à réagir différemment, comme à l'épicerie ou des endroits publics. Ça, c'est difficile. Les commentaires que les gens se permettent à voix haute, qui sont dégradants, et pour le parent et pour l'enfant. Mais j'ai déjà pensé, tu sais, j'effacerais puis je recommencerais. T'sais. Puis ça, tu as la culpabilité de ça, puis tu as la culpabilité de dire c'est moi qui l'ai porté, tu sais, c'est moi qui n'ai pas bien fait mon travail, tu sais. Non, je voulais pas mettre de pression sur Joanne. Puis je savais pas qu'est-ce que c'était, puis on savait pas trop. Fait que moi, en tout cas, j'ai pris comme décision de dire non, je n'en parlerai pas à Joanne. Je veux pas y mettre de pression, je veux pas que ça la... Tu sais, je veux pas que ça la dérange. Ça peut être quelque chose de bien bénin, on ne savait pas c'était quoi. Je pourrais même dire que j'ai été en arrêt de travail pendant quelques mois suite à une dépression que j'ai faite justement due aux difficultés que Noémie elle a eues et qu'elle nous a fait vivre. Vient ensuite le temps de l'acceptation de l'enfant et de sa situation. Un équilibre s'établit au sein de la famille. On s'aperçoit qu'il est possible de vivre encore de beaux moments. La tristesse est adoucie. Les parents modifient leur façon d'agir. L'espoir prend un sens. On sait que lorsqu'on tombe, on peut aussi se relever. À cette étape, les parents savent mieux utiliser les stratégies qui leur sont proposées et en développer eux-mêmes. Au niveau des adaptations pour l'organisation, moi, je vois deux choses. Il y a faire à leur place, comme on donnait un exemple avec les lunchs, ou modifier. C'est comme les souliers, c'est sûr qu'ils ont le plus possible des souliers à velcro. Ça élimine une difficulté. Puis bien, les manteaux, il faut faire attention. Il y a certains types de manteaux, ça ne fonctionne pas. Puis même le plus vieux, encore, j'achète des lacets adaptés là, pour que ça aille plus vite. Là. Fait que c'est des petites choses comme ça. Là. Je m'invente des listes, des routines, de choses, un ordre de tâches à faire qui doit être faite avant que je parte pour l'école ou en stage. J'aurais un livre, entre autres, que moi j'ai lu, j'ai dit, on dirait qu'il a été écrit pour Noémie, mais tu parles à une maman que son enfant est dyspraxique, que je connais. Puis elle dit non, elle dit, il a été écrit pour ma fille. Mon cerveau ne m'écoute pas. Alors, des lectures comme ça qui nous aident à comprendre, je les inviterais aussi à les lire. Je trouve que pour ces enfants-là, il est très important aussi d'avoir une routine très, très quotidienne qui est toujours pareille. Moi, je pense que ça aide beaucoup. Dans mon environnement, c'est avoir des portions mesurées, avoir une balance sur laquelle on a écrit qu'en telle affaire, tu prends tant de grammes. On a des petits bols, des gros bols, des petits verres. Fait que tel type de produit, bien, tu prends tel verre, sinon on va le remplir parce que la notion de quantité n'est pas là. C'est vraiment au niveau de l'organisation de la vie de tous les jours, les petits détails. Puis c'est intéressant parce que, elle se prendrait de la crème glacée, puis vous n'en rendriez pas compte que tout est mesuré. Elle n'a plus besoin de moi. Mais elle a le droit, elle prend tel verre avec telle cuillère, puis elle est fonctionnelle. Les vêtements plus amples pour pas qu'il y ait à déboutonner. C'est toutes des affaires que nous, maintenant, on fait machinalement, mais avant d'acheter quelque chose, on le regarde, on se dit est-ce qu'il va être capable. Est-ce que c'est correct pour Jérémie? Quand on prend un contenant pour mettre quelque chose dedans, on y pense aussi tout. Chacun de nos gestes est calculé pour que ça soit plus facile, les vacances. Est-ce que cet endroit-là va convenir à Jérémie? Les horaires de travail, nous, on a adapté nos horaires de travail parce que Jérémie, pendant la période des devoirs, je ne peux pas le laisser 40 secondes pour aller partir le four. Si je prends l'exemple du cours de musique, on avait parfois des chansons à reproduire au xylophone. Et je savais que pour elle, c'était difficile de le faire à 2 baguettes. Et là, les autres enfants de la classe réagissaient parce que, Noémie faisait beaucoup d'erreurs. Donc, on a essayé de le faire à une seule baguette. Donc, elle, Noémie, prenait une seule baguette. Moi, je prenais la deuxième baguette. Puis, on a pratiqué ensemble aussi en même temps à l'extérieur du local. On est revenu avec les autres dans le local pour essayer de donner le plus de chance possible à Noémie, finalement, là, de faire le bout qu'elle pouvait faire dans cette chanson-là. Il y a certaines choses qui restent, qui sont acquises, qui restent. Il y a certaines choses qu'il faut continuer à lui montrer parce qu'ils ont tendance à oublier plus facilement. Là. Par exemple, les affaires scolaires, c'est sûr que c'est difficile. Fait que, mettons, il faisait des résolutions de problèmes, mais là, on m'a demandé de continuer un peu pendant l'été, parce que sinon, il va arriver au début de l'année avec plusieurs mois de recul. Là. Ouais. Fait que les choses sont difficiles, plus elles sont longues à s'imprégner, dans le fond. Là. On a l'impression qu'il le maîtrise, mais
s'il ne pratique pas, il ne maîtrisera pas. Là. Pour qu'elle arrive à jouer avec des amis de son âge dans le quartier, j'allais jouer dehors avec elle, là, puis je passais 5-10 minutes, des fois 60 minutes, juste pour m'assurer que le message passait, puis qu'ils ne comprenaient pas, qu'elle ne comprenne pas. T'sais, comme jouer au hockey, t'as pas capable de prendre le bâton puis de jouer, elle suivait pas. Même si on a des échecs au niveau des activités ou des choses quand même, c'est de persévérer. Comme là, Jérémy, nous, il va au scout. Ouais. C'est la première activité que Jérémy est capable de continuer depuis des années. T'sais, juste aller prendre une marche, c'était difficile parce que, mettons l'hiver, là, elle avait de la misère à se déplacer avec ses grosses bottes puis son habit de neige. Là, c'était rendu que pour aller au parc, là, on prenait l'auto même si on voyait le parc de la maison parce que on avait passé toute notre énergie juste pour se rendre au parc. Puis là, on pensait qu'il faut qu'on revienne. Ah non, regarde, ça marchait pas. Là. Si on voulait avoir un peu de plaisir... Là... Non, j'écris vraiment facilement. Là. Ben, j'aime ça faire des sports avec eux ou des dessins. Le vélo, ça a été vraiment très important. Là. Il y a eu des groupes de vélo avec des ergothérapeutes, des physiothérapeutes. Sans ça, je pense qu'il n'en aurait jamais fait. Là, ça a pris vraiment, quand je disais décortiquer, là, les autres qui ont une expertise pour partir de la base. C'est pas un enfant que tu le mets sur un vélo, puis tu le pousses, puis il part. Là. Pourquoi j'aime le vélo? Parce que moi, ce que j'aime du vélo, c'est que c'est un sport... Les sports d'équipe, j'aime ça, mais je préfère plus les sports individuels parce que j'aime pas ça de devoir compter sur les autres puis savoir qu'il y a des gens qui comptent sur moi pour gagner. Moi, je suis capable de gagner ou de perdre tout seul. Puis pour moi, l'important, c'est toujours se surpasser, mais aussi vraiment de bouger. Moi, quand je bouge pas, je suis désagréable. Puis je suis pas capable de dormir. Puis quand je fais du sport, je me sens beaucoup mieux. Je suis beaucoup plus content. Tu donnes vraiment là, un élan avec tes pieds. Quand tu vas assez vite, là, tu embarques sur la pédale, tu commences à pédaler. Tu n'es pas obligé de commencer tout de suite en pédalant. Tu peux... Puis après ça, tu pognes le tour. Puis c'est sûr que, tu sais, les grands-parents ont quand même gardé, là, mais, tu sais, il faut le demander. Faut le demander. C'est ça, on le demande maintenant si on a besoin. La façon que je vais y aider, c'est que je me dis, ce qu'ils ont besoin surtout, c'est un répit. Alors pour moi, pour le bien de leur couple et de leur famille, je leur offre beaucoup de venir garder les enfants, de partir une fin de semaine pour décrocher, comprenez-vous? Pas juste le temps d'une soirée, des fois. Là. Ça, puis venir aider ici, là, je veux dire, des fois, je viens un petit peu faire du ménage avec eux, puis en même temps, je viens voir les enfants. Puis ils aiment ça aussi, quand je papote, là, bon, je leur laisse couper des carottes, les deux, ils aiment ça. Là. Donc, ça salit, mais c'est pas grave. En tout cas, ils ont l'impression d'en faire avec moi, puis moi, j'ai l'impression que, bon, ils font quelque chose, on fait quelque chose en famille, là, ça les occupe. Il y a aussi l'entourage immédiat, en tout cas dans notre cas, c'est les grands-parents qui sont là, qui sont toujours... Parce que bon, avec 4 enfants qui ont des difficultés... Mais comme je dis, c'est des fois en gardant les autres, j'essaie d'aider Hélène dans ce sens-là, garder les autres, des fois apporter un repas, tu sais, ou la libérer, comme à son anniversaire, là, j'ai dit, bon, amène-les, puis je vais... Prends ta journée. Puis, mais Abraham m'avait dit, quand est-ce qu'on va aller dormir chez toi, grand-maman? Fait que là, il était bien content. Hein? Fait que c'est ça, je la libère comme ça, je l'écoute. Parce que, tu sais, quand les verdicts sont tombés, c'était pas facile non plus, là. Mais l'écouter, me renseigner, être là. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de s'entourer des personnes qui connaissent bien la problématique, là. Puis qui peuvent nous guider. Comme je donnais l'exemple des bas qui n'étaient pas capables de mettre leurs bas. J'ai trouvé une ergothérapeute, ça a pris 2 rencontres, ils mettaient leurs bas. Moi, ça m'a soulagé beaucoup. Fait que des petites choses comme ça, puis de savoir, si j'ai un problème, je peux appeler telle personne, tu sais. Il y a cet aspect-là plus professionnel. Il y a les loisirs adaptés que nous, on apprécie beaucoup. Là. On a trouvé des loisirs adaptés parce que pour ces enfants-là, les mettre dans une équipe avec leur niveau d'âge ou même un cours de natation où ils sont 12 de leur âge, ça c'est pas garant de grand succès, là. Le rôle de la CAID, c'est d'offrir des services aux parents et aux enfants dyspraxiques. Donc, nous offrons les services à travers le Québec, des services de formation, des services de conférence, des services de support, donc autant téléphonique que par courriel, pour aider les parents à mieux comprendre le TAC et apprendre à comment vivre au jour le jour avec cet handicap.
Nous avons des activités dans à peu près toutes les régions du Québec. Nous avons des activités de formation, donc la formation 3-2-1, qui est une formation pour permettre de bien comprendre l'handicap, comment ça fonctionne, comment on peut aider notre enfant à mieux réussir. Des formations spécialisées, par exemple, sur les plans d'intervention dans les écoles, les différents supports au niveau du domaine de l'éducation. Et aussi la capacité pour les parents d'avoir des rencontres entre eux pour discuter de l'handicap et de comment on peut aider nos enfants. Et des formations spécifiques pour les enfants, donc des formations de vélo, donc comment apprendre à utiliser un vélo, comment patiner, comment nager. Donc habituellement, un enfant dyspraxique est capable d'apprendre tout ça, c'est juste un petit peu différent pour ces enfants-là. Donc les formations sont adaptées spécifiquement pour les enfants dyspraxiques avec des spécialistes. C'est sûr que nous, à l'école, notre mandat est vraiment l'instruction, hein? Donc c'est d'instruire. On a beaucoup moins de connaissances au niveau des soins de santé. C'est pas notre domaine de toute façon. Donc, c'est sûr que d'avoir la complémentarité avec beaucoup d'intervenants de l'IRDPQ, ça nous donne énormément de pistes d'apprentissage, de petits trucs qu'on peut réinvestir en fin de compte en classe aussi. Et puis, c'est ça. En fin de compte, c'est très, très rentable de pouvoir investir. Puis en même temps, d'informer aussi c'est quoi la réalité de notre milieu. Comme on n'a pas à travailler en un pour un, la façon de travailler est un peu différente aussi. Comment, dans notre réalité à nous, on peut adapter finalement nos outils pour aider au maximum, en fin de compte, Noémie? Tu as le droit de nommer les choses, de nommer les choses comme elles sont sans te faire juger, parce que ça, tu peux pas le faire avec ton conjoint ou la famille, de dire des choses que tu penses, mais que, en fait, mais avec quelqu'un qui te juge pas. Ça, c'est bien. Puis de dire, bien, c'est normal que tu penses comme ça. Ça fait partie du processus que tu penses comme ça. T'sais. Fait que ça m'a aidé beaucoup. Là. D'avoir le droit de pleurer puis d'avoir le droit d'être fâché. Il faut y aller au jour le jour. Il faut affronter chaque petit obstacle ou chaque petite réussite, comme je le disais. Il faut le vivre. Il se sent moins sous pression qu'il pouvait l'être dans le temps. Parce que lui, en sachant pas ce qu'il avait lui-même, dans le fond, on le poussait beaucoup trop pour ce qu'il était capable d'en prendre. Tandis qu'aujourd'hui, on sent qu'il est plus libre, il se sent moins pressé, moins anxieux aussi. Ouais, parce Par contre, c'est de l'anxiété contrôlée, là, dans le cas de Jérémy, dans le sens qu'il faut qu'il prenne des médicaments pour ça. Ouais. Jérémy a fait beaucoup des crises d'angoisse, par exemple, où il faut qu'il soit médicamenté, là, sinon ça ne peut pas fonctionner. Mais aujourd'hui, quand même, il y a moins on a moins peur de certaines choses. Hein. Comme des voyages en auto, par exemple, ou des foules, ou tout ça. On ne fait pas exprès non plus pour l'exposer à ça, mais par contre, on connaît plus ses limites. Là. Bien, c'est sûr que faire durer en même temps, c'est pas mal difficile, mais c'est faisable. C'est sûr que c'est pas mal plus difficile à gérer quand on fait deux choses en même temps qu'une. En parler le plus possible. C'est sûr que dans le deuil, on n'a pas le goût d'en parler. Moi, pour ma part, bien, je pense pour ta part aussi, on avait délaissé tous nos amis. Je filtrais mes appels, je voulais pas répondre au téléphone parce que je voulais pas en parler. C'était comme non, non, non. Puis c'est là que tu découvres qui sont tes vrais amis, parce que j'ai des amis, une amie en particulier qui est restée très tenace, puis elle continue de m'appeler, puis je me disais, puis je disais à mon conjoint, elle va-tu comprendre que j'en veux plus d'amis? Mais elle a continué, puis aujourd'hui, je suis contente qu'elle ait continué, parce que dans le fond, elle a compris que j'étais pas bien, que je faisais ça, que c'était pas dans ma nature, fait qu'elle a insisté. Puis aujourd'hui, tu sais, c'est là que je vois que c'était une vraie amie. Puis aujourd'hui, je suis contente d'y en parler, mais au moment du deuil, c'est sûr que je voulais pas en parler, mais c'est ce qui t'aide à passer au travers, d'en parler. J'ai une amie qui a un TAC elle aussi. Fait que ça m'aide, tu sais, on se comprend parce que on a les mêmes handicaps, là, si on peut. On a les mêmes handicaps. Mon arrêt de travail et par la dépression que j'ai eue, l'arrêt de travail m'a fait énormément de bien. J'ai tellement réfléchi, j'ai tellement fait du travail juste personnel sur moi pour justement accepter la différence que ma fille avait. C'est de se trouver des moments de couple. C'est sûr que le répit vient pas cogner à ta porte, là. Puis le monde, ils se disent pas, hey, mais pour vous autres, là, je vais venir regarder samedi, là, je trouve que vous faites pitié, puis ça doit être difficile. Non, c'est pas comme ça se passe. Ça, c'est dans les livres. Donc, ça a été de se trouver des stratégies, là, comme je me disais, ce qui nous a beaucoup sauvés, c'est quand les enfants étaient plus petits, exemple, on les faisait souper avant, on allait coucher.
Puis on fermait la télé, on fermait tout, puis on se faisait un petit souper, juste nos deux, puis là, on discutait. Ça a été notre exutoire quand les enfants étaient plus petits. Maintenant, ça va être d'aller prendre des marches toutes seules, tu sais. On les laisse tout seuls une heure, on va prendre une petite marche, on discute. Il faut se vider la tête pour mieux recommencer après, à un moment donné. C'est pas juste une idée, c'est essentiel. Dans mon cas, moi, je fais du sport une fois par semaine, puis il n'y a rien qui me ferait arrêter, là. Blessé, pas blessé, la grippe, pas la grippe, là, c'est sûr que je vais y aller. Il faut se vider la tête au moins une fois. Puis avec la conjointe, c'est la même chose. Même si ça ne te tente pas, vas-y, parce qu'après ça, tu vas bénéficier de ce moment-là. Puis ça te permet de continuer plus longtemps. Parce que tu as pris quelques secondes juste pour te centraliser sur toi-même, parce que c'est bien beau, le TAC puis ton enfant, mais toi, tu t'existes aussi. Bien, ce qui m'a permis de cheminer, je pense, c'était avec Marion, ça a été d'être dans l'action régulièrement. On a rencontré un ergothérapeute qui nous a aidé beaucoup. On l'a vu régulièrement, c'était toutes les semaines pendant un certain nombre d'années. Puis elle nous a coachés, elle nous a donné des trucs, quoi pratiquer avec Marion. Elle nous a expliqué aussi, c'est de comprendre c'était quoi. On a même fondé une association qui, laquelle France est encore déçue, l'Association des Québécoises des enfants dyspraxiques. Parce qu'on manquait d'informations. On ne savait pas quoi faire. Fait que de s'informer, de voir aussi qu'on n'est pas tout seul. Des fois, quand on peut écouter de la musique ensemble, faire des blagues ensemble, puis partir sur une allée comme ça, là. Je dirais à d'autres parents d'enfants dyspraxiques aussi de se mettre en contact avec d'autres familles, là. C'est important pour se sentir plus normal, puis avoir des trucs, parce qu'il y a beaucoup des trucs puis des ressources qu'on trouve, c'est par bouche à oreille, là, souvent. Fait que c'est important de se joindre avec d'autres parents, soit par une association ou par le centre de réadaptation. Puis établir une bonne communication avec l'école. Apprendre à avoir de l'empathie. Elle ne fait pas exprès. OK? Garder un ton qui est poli quand même. Mais tu sais, des fois, tu jurerais qu'elle fait exprès. Ça se peut pas, là. Tu peux pas ne... Et oui, elle ne fait pas exprès, tu sais. Bien, c'est sûr qu'on se sent un peu moins occupé de nous parce que il doit plus souvent aller s'occuper de notre sœur, mais une fois que tu as compris c'est pourquoi, tu comprends puis tu acceptes ça. Je pense que c'est à la limite quasiment simple de passer un peu par tous ces questionnements-là, de faire le point sur chacun d'eux pour justement arriver à une conclusion que c'est pas de notre faute si notre enfant est comme ça. Alors, j'ai pas vu ça comme étant malsain, mais j'ai passé par toute cette gamme de situations et d'émotions-là. Donne-toi juste le temps. Parce que le Jasmin, ou je dirais moi en tout cas, j'aurais aimé ça être bon tout de suite. OK, mais je n'ai pas de formation, fait que je ne pouvais pas être bon quand elle est arrivée. Puis, je me dirais aussi, fais-toi-en pas, c'est un apprentissage continu parce qu'à chaque séquence de développement, j'ai des apprentissages en tant que père à faire. Et double, parce que c'est la plus vieille, donc il faut que j'apprenne ce qui est normal pour un ado, puis ce qui vient avec le TAC. Il faut faire la part des choses, puis qui ne sont pas fous aussi. Hein? C'est des enfants normaux au niveau de la personnalité, fait qu'ils vont s'essayer sur les mêmes affaires. Au bout du chemin, chaque membre de la famille réussit à trouver un sens au TAC. Il développe sa capacité à rebondir, à se reconstruire et à reprendre le contrôle sur sa vie. Un nouvel équilibre s'installe. La résilience permet aussi de voir le TAC sous un nouveau jour, de lui donner une signification positive. À cette étape, les parents ont les ressources pour soutenir leur enfant. Bien, aujourd'hui, c'est sûr qu'on est fiers de lui parce qu'on sait à quel point il peut faire des efforts pour arriver à ces petites victoires-là. C'est ça là, qui nous impressionne aujourd'hui. Ouais. Juste de le voir performer, mettons, dans faire ses boucles, par exemple, puis de le voir réussir déjà là, pour nous autres, c'est comme si... Une grosse victoire, tu sais, puis c'est ça, chaque petite chose qu'il fait, on voit ça comme une grande victoire, puis tu sais, on essaie de voir les beaux côtés, tu sais, on se dit sûrement que Jérémy ne serait pas Jérémy s'il avait été normal, tu sais, il serait pas le petit gars attachant peut-être qu'il est aujourd'hui, qui nous dit 42 fois par jour « Maman, papa, je t'aime ». Tu sais, il serait sûrement pas ce petit gars-là, tu sais, puis on est vraiment fiers de lui parce qu'on sait aussi qu'il travaille dur, puis partout, là, pas juste à l'école, là, dans tout, pour lui se laver, marcher, bouger, tout, il demande un effort, là, fait que... Du lever au coucher. Du lever au coucher, là, fait que on peut pas être fiers de lui, là. Puis moi, je me dis, c'est pas parce que Noémie fait
a de la dyspraxie ou un problème, un retard intellectuel, peu importe, c'est pas pour ça qu'elle ne réussira pas à performer dans la vie. Elle va performer à sa façon. Elle ne performera pas à la façon qu'on dit normale, peut-être. Ben, le karaté, ça fait 6 ans que j'en fais. J'aime vraiment ça. Avant que je commence à en faire, je frappais mes frères 30 à 40 fois par jour, je les frappe plus. Mais Noémie, je veux dire, vivre avec elle au quotidien, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une bonté sur 2 pattes. Elle veut toujours nous aider, puis elle nous rend service. Fait que elle me le rend bien, finalement. Même si on n'est pas bon dans les sports, qu'on n'écrit pas bien, ça veut pas dire qu'on n'est pas intelligent. À son premier camp scout, il a gagné la mention du scout qui a le plus écouté. Là. Fait qu'il a été le champion scout dans sa fin de semaine. Fait qu'il faut pas lâcher, dans le fond. Ah ouais, parce qu'il a réussi dans le fond, à impressionner tout son groupe. C'était un petit trophée en bois, puis Jérémy, que le monsieur avait fait lui-même à la main. Puis Jérémy était tellement content, il tenait. Moi, j'avais les yeux dans l'autre. C'est juste une petite mention, c'est pas une médaille d'honneur, mais c'est la première fois qu'il gagnait quelque chose. T'sais. Fait que pour nous autres, il est encore sur son bureau. Ouais. Un grand-parent qui se retrouve avec des enfants dyspraxiques, je leur dirais d'abord les accepter, les accompagner et soutenir les parents qui reçoivent un verdict comme ça. T'sais. Ils ont besoin de savoir qu'ils peuvent se changer les idées à un moment donné, penser à autre chose, pas juste se centrer sur mes enfants ont des problèmes. Et même, j'aime même pas le dire comme ça, mais mes enfants ont leur capacité, puis je vais faire avec. Dans mon cas, moi, j'ai fait un site web là, sur la dyspraxie, dans le fond, puis une page Facebook là-dessus que les gens peuvent venir mettre de l'information. Puis le site web, bien, en le montant puis en le créant, bien là, tu veux pas, tu lis qu'est-ce que tu es en train de publier sur Internet. C'est ça que ça a fait. Moi, ça a été une de mes exutoires. Là. Ça m'a permis de lâcher, finalement, puis d'apprendre là-dessus aussi. Là. Il y a là-dedans une grande richesse, dans le sens où que tu le veuilles ou non, là, ça te rapproche beaucoup de ton enfant. Puis tu le connais, puis tu es obligé de passer plus de temps avec. Fait que quand il gagne quelque chose, là, c'est quand même une petite victoire pour les parents. Là. Fait que dans ce sens-là, là, c'est le fun, parce qu'il y a quand même un rapprochement là, qui est très, très proche des parents et des enfants. Forcément, on n'a pas le choix, mais on prend goût à ça quand même. C'est ça, parce que tous les apprentissages doivent être soutenus puis décortiqués. Fait que quand il y a un apprentissage qui émerge, c'est toujours une victoire, tu sais. Bien, en tant que papa, le cheminement ou les apprentissages que ça m'a apporté, je dirais que c'est majeur. OK? L'empathie que je peux avoir pour les autres personnes, c'est développé beaucoup. La compréhension, vivre avec une personne différente, je pense qu'il faut le vivre pour comprendre à quel point c'est demandant. Avant, je pouvais dire « Ah, OK, je comprends cette situation », mais au niveau de l'investissement d'énergie et de temps, je peux même imaginer si on a des problèmes plus sévères, je dis, OK, c'est vraiment quelque chose. Je trouve que j'ai des valeurs plus humaines. OK? Au niveau de mes relations avec les gens, je suis plus à l'écoute quand on me parle. J'écoute des vidéos, j'écoute de la musique, j'écris, je m'entraîne, c'est varié. Là. De toute façon, c'est pas de ta faute si ta soeur a la dyspraxie. Puis tu peux tout simplement juste venir l'aider ou faire des affaires pour venir lui donner des trucs que toi, sûrement, que tu n'as pas besoin ou que tu as peut-être besoin, mais que tu pourrais toujours lui partager des petits trucs ou des affaires de même. C'est un travail d'introspection beaucoup sur nous autres. Ça. De vivre une épreuve comme ça te fait travailler beaucoup plus sur toi-même. Puis d'apprendre à relativiser les choses de la vie aussi. Les petits problèmes qu'on avait avant d'avoir tout ça, aujourd'hui, sont pas mal moins graves que ce qu'ils pouvaient l'être dans le temps. Oui, vraiment. C'est ça. Ça, oui, ça change. Choisir ses combats, c'est toutes des choses comme ça. Puis aujourd'hui, on peut laisser passer des choses complètement que peut-être on prendrait plus à cœur si on vivait pas ça. Ça nous apprend à être plus fort aussi, à être plus combatif, à être plus fort. Ça a solidifié, veut pas, les liens familiaux parce qu'on a traversé des tempêtes. Hein. On ne se le cachera pas, il y a eu des hauts et des bas pour le couple, pour la famille, des frustrations, mais je pense que ça nous a amené à être plus forts puis à se rapprocher tout le monde. On peut dire que je suis bonne dans le chant, vu que je suis dans une chorale, puis que c'est des gens, tu sais, c'est une chorale où les gens ils chantent vraiment bien, fait que bon, je suis contente d'avoir été acceptée dans cette chorale.
En tant que parent d'un enfant qui a un TAC, la CAN m'a permis de mieux comprendre quel était l'handicap de ma fille, de mieux savoir comment l'aider au jour le jour, de mieux l'outiller et aussi de pouvoir faire des interventions autant auprès de l'école que du gouvernement pour permettre de mieux faire connaître cet handicap-là et de mieux préparer autant ma fille que les institutions dans lesquelles elle va aller étudier pour qu'elle puisse avoir les services auxquels elle a droit. Mais Jérémy, dans le fond, pour lui, il est heureux. Là, tant que nous, on l'a, lui, il l'est aussi. Le but, c'est ça, c'est d'y rendre la vie plus facile et qu'il soit heureux dans la vie. Si on atteint ça, on va avoir réussi. Avec lui, Ben, en fait, j'aimerais ça dire aux enfants qui ont un TAC, aux autres aussi, que c'est juste ce qu'on a dans le cœur qu'il faut... si on a de la persévérance, il faut y aller. Parce que moi, ma ceinture verte, ça a été difficile. Là. Puis ce qu'on veut faire, on peut le réussir.